Bonjour, je suis Frédéric Guillemard, je suis français, né en France, mais durant ma présentation de temps en temps je cherche mes mots en espagnol parce qu'en fait j'habite à Barcelone et je ne vis plus en France depuis 30 ans pratiquement. Donc si jamais j'ai des petits trous, excusez-moi. En fait vous allez vous dire, cette personne-là va nous parler de l'Argentine, qu'est-ce qu'il s'y connaît. Euh, j'ai commencé à travailler sur le bateau en 1996 comme guide d'exploration sur le premier bateau qu'on avait à l'époque et je suis un grand amoureux de la Patagonie, de la Terre de Feu, de tous ces espaces et j'espère que vous allez aimer la présentation. La Patagonie, c'est des émotions, c'est des images, c'est des paysages. Des fois, c'est un petit peu difficile de les retranscrire par une présentation PowerPoint. Tout le voyage que je vais vous parler, c'est le voyage en fait de voyage Exception, sur lequel le départ est de Paris. On arrive à Buenos Aires, avec un jet lag, parce qu'il faut penser qu'il y a 13 heures de vol. L'avantage, c'est qu'il y a des vols directs depuis Santiago jusqu'à Buenos Aires. Buenos Aires, c'est une ville qui est vraiment très grande. Il faut penser de plus de 15 millions d'habitants, Buenos Aires comme tel, et c'est assez étonnant. Les Argentins aiment bien l'appeler le Paris d'Amérique latine parce que vous retrouvez un peu dans les images des immeubles haussmanniens. On retrouve aussi beaucoup de sens européen dans ce qu'a l'Argentin a proposé. Buenos Aires, c'est une ville qui est vraiment extravagante. On va retrouver par exemple l'avenue la plus large du monde, c'est l'avenue 9 de Julio. Et selon les Argentins, c'est la plus large au monde. C'est là où se trouve l'obélisque. L'hôtel qui est réservé avec voyage Exception est d'ailleurs juste à côté de l'obélisque. C'est très pratique pour se balader. Toujours la grandeur argentine, la grandeur passée des grands émigrants européens en Argentine, c'est le théâtre Colón. Pour eux, le théâtre le plus grand au monde. Mais pour être honnête, c'est un des 5 plus beaux théâtres au monde. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. On va se retrouver aussi avec un site tour. On va pouvoir profiter par exemple, le café Toltoni. J'aime bien le citer parce qu'ils font un café avec le dulce de leche, c'est-à-dire c'est du lait au sucre, mais qui est vraiment spécial argentin. Et il y a vraiment une atmosphère d'un café qui est, je crois, le plus ancien de Buenos Aires. La librairie Ateneo, c'est un ancien théâtre qui a été refait en librairie à Buenos Aires. Et pour eux, bien sûr, c'est la plus belle librairie au monde. Mais il y a aussi des endroits qui sont typiques. Buenos Aires, c'était une très forte immigration qui venait par bateau pour travailler depuis l'Europe. Et tout le quartier de la Boca, c'est là où étaient logés un petit peu les gens qui arrivaient par bateau avant de commencer à travailler. Et là, on va retrouver et on va pouvoir se balader dans des rues qui sont typiques, avec des maisons colorées, des petites maisons, et vraiment un quartier du style ouvrier de Buenos Aires. Il y a des endroits haussmanniens, des immeubles haussmanniens, il y a aussi des quartiers typiques. Et par exemple, Puerto Madero, c'est un quartier ultra-moderne. C'était à l'époque sur la rivière et ils ont grandi sur la rivière. Et dans ce quartier-là, on trouve des endroits super modernes, des très très bons restaurants, des spectacles de tango. C'est vraiment très diversifié. Il y a aussi beaucoup de petits quartiers sur lesquels on va trouver de l'artisanat argentine qui est vraiment très très intéressante. Un point intéressant, c'est qu'on va toujours voir des Argentins avec leur thermo à la main, avec leur petite tasse de maté. C'est de l'herbe, ça se fume pas, hein, ça se met dans la théière, ça se fait bouillir, c'est très riche en caféine. Mais les Argentins ont l'habitude de se balader avec leur thermo d'eau chaude et de se faire du maté à n'importe quelle heure. Donc on se balade dans Buenos Aires, on va trouver des gens sur un banc en train de boire du maté. Et on va le retrouver depuis Buenos Aires jusqu'au sud de la Patagonie. La Patagonie et l'Argentine, c'est un pays qui est énorme. Le Chili est encore plus long, mais il faut penser 4000 km entre le nord de l'Argentine et la Terre de Feu. Ça veut dire que le voyage est prévu au mois de février. Au mois de février, on va arriver sur Buenos Aires, il va peut-être faire 30, 35 degrés, très chaud, très humide. Mais dès le moment où on va être en Patagonie, déjà les températures vont descendre à 10, 12 degrés. Comment on se déplace? La seule solution, c'est par avion, parce qu'en bus, ça prend 3 à 4 jours.
Il y a des vols directs qui vont de Buenos Aires à El Calafate ou des vols directs qui vont aussi de Buenos Aires à Ushuaia. Dans ce cas-là, c'est un vol direct qui partira de Buenos Aires et qui arrive à Ushuaia. Ushuaia, c'est le bout du monde, El fin del mundo, une petite ville, 50 000 habitants plus ou moins. Et en fait, on va pouvoir arriver à Ushuaia, connaître un petit peu, faire un petit peu un tour de la ville sur lequel on va retrouver beaucoup de maisons typiques. Ushuaia, c'est pas une ville qui est très vieille, mais on va trouver pas mal de maisons typiques, aussi des endroits très touristiques, parce que c'est un petit peu la porte de sortie pour l'Antarctique. On va pouvoir se balader dans le centre-ville. J'aime bien cette diapositive parce qu'en fait, c'est la poste. On peut aller à la poste, on peut envoyer une carte postale depuis Ushuaia en disant je suis au bout du monde. Et quand on regarde sur la peinture qui est faite devant la poste, c'est en fait les bagnards. Ushuaia, comme c'était un endroit qui était sur une île complètement reculée du monde, la première idée de l'Argentine, c'était d'envoyer des bagnards. Donc, tous les plus grands bandits argentins sont passés par Ushuaia à l'époque où existait la prison. Et eux, ils étaient tranquilles. Ils disaient, il y a une prison, il n'y a rien d'autre. Si le gars il s'échappe, ben, il ne va pas survivre. Et un des bagnards le plus connu, c'est le petiso orejudo, c'est-à-dire le tout petit aux grandes oreilles. Vous voyez qu'il a une tête charmante. C'était le premier tueur en série argentin. C'était un gars qui est très très dangereux. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, le bagne se visite encore. Il y a un endroit qui est très intéressant aussi, c'est le musée maritime qui est aussi à l'intérieur de la prison. Et donc, on peut vraiment s'imprégner de la culture de Ushuaia. La Terre de Feu, au jour d'aujourd'hui, il y a une route en fait qui va de Ushuaia et qui remonte. Et le reste, c'est des glaciers, des forêts, de la pampa, dans un sens comme de l'autre. On est vraiment au bout du monde. À Ushuaia, il est prévu aussi une navigation sur le canal de Beagle. On trouve toujours des énergies qui sont très, très spéciales. On peut aller voir, il y a un phare qui s'appelle les Éclairs qui est juste derrière sur la photo. Et aussi une île sur laquelle on trouve des éléphants de mer d'Amérique latine. Et du coup, à Ushuaia, on s'embarque sur le bateau, le Ventus Australis, pardon. Nous avons deux bateaux, le Ventus et le Stella, et dans ce cas-là, c'est le Ventus Australis. L'embarquement se fait durant l'après-midi, et on va faire une navigation qui va vraiment partir de Ushuaia, aller jusqu'au Cap Horn, et après rentrer dans les fjords à des endroits qui sont totalement inaccessibles par la route. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin. Et on va vraiment visiter des points qui sont totalement exclusifs. Alors c'est une grande expérience. On va naviguer dans des fjords qui sont totalement inhabités. Beaucoup de gens me demandent quelle est la différence avec les fjords de Norvège. Les fjords de Norvège, on ne va pas retrouver de glaciers qui descendent jusqu'à la mer, ou très peu, ou alors il faut monter bien au nord. On va toujours avoir des villages, des routes, des lumières. Dans notre cas, on est totalement coupé du monde. On va faire une navigation de 4 nuits, totalement coupé du monde. Le bateau part depuis Ushuaia. On va rentrer du côté chilien. À l'intérieur du bateau, nous n'avons pas d'internet. C'est fini, WhatsApp, Facebook, tout ça, on est coupé du monde. Il n'y a absolument pas d'internet. Il n'y a pas de télévision dans les cabines. Par contre, pour nous, la télévision, c'est en fait la grande fenêtre qui va depuis le sol jusqu'au plafond, selon les catégories de pont, sur lequel on va pouvoir apprécier le paysage. Il y a une grande salle de bain. Les cabines peuvent être ou bien avec 2 lits séparés, ou bien avec un grand lit. Et on a aussi des ponts extérieurs, toute la zone bleue, sur laquelle on peut sortir, faire des photos, regarder le paysage. Ça, c'est un de nos chefs de cuisine. Il est très content de son agneau. En fait, on va voir sur le bateau, tout est inclus. Tout ce qui est boisson, vin, cocktail, les excursions. Il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est pas comme sur les grands bateaux qui vont en Méditerranée où il y aura toujours des choses extra payées. Dans notre cas, nous, tout est absolument inclus. Et on va retrouver une gastronomie qui est très variée. On va pouvoir avoir des
des fruits de mer ou des poissons chiliens qui sont fabuleux, et des viandes chiliennes et argentines aussi, que ce soit de l'agneau ou du bifilet de chorizo, de la viande de bœuf, qui sont incroyables. Une gastronomie raffinée, on change un peu tous les jours la thématique de la nourriture. Il y a un cépage au Chili qui existe, qui s'appelle le Carmener, qui en fait à la base était du Bordelais, était de Bordeaux, et a complètement disparu à cause du phylloxéra. Et il avait été importé avant au Chili. Ils ont continué à développer le Carmener du côté au sud de Santiago du Chili. Et donc sur le bateau et dans beaucoup d'endroits du Chili, on va trouver du Carmener qui à la base était un cépage bordelais, mais qui en France a totalement disparu. On va aussi avoir des cocktails typiques, par exemple le pisco sour, ou bien nous, dans la zone de Patagonie, on fait du calafate sour avec la fruit de calafate, et ça ressemble un peu à des grosses baies, un peu à des groseilles, et on le fait aussi avec du calafate. Sur le bateau, on va avoir des grands salons sur lesquels on peut lire un bouquin, on peut écouter des conférences. L'avantage, c'est que nous avons nos membres d'équipage sont tous chiliens de la Patagonie, et nos guides d'expédition, nous avons aussi des guides d'expédition qui parlent français. Donc il n'y a pas de souci. On fait aussi des conférences en français qui sont toujours relationnées avec les endroits sur lesquels on va débarquer. Par exemple, si on va débarquer au Cap Horn, on fera une conférence sur les grands navigateurs, sur l'histoire du Cap Horn, et après le débarquement. Donc de grands salons sur lesquels on est très à l'aise pour la quantité de passagers qu'il y a à bord. Une petite boutique du bord si jamais quelqu'un a oublié ou bien veut ramener des souvenirs à la maison. Et après, le reste, c'est une belle navigation dans les fjords de Patagonie. On va partir de Ushuaia et on va descendre d'abord jusqu'au Cap Horn. Alors, pour être honnête, cette partie-là, il y a 3 heures de navigation sur lesquelles on a l'influence de l'Atlantique et du Pacifique qui sont combinés, sur lesquels le bateau peut bouger. On a 3 heures sur lesquelles, oui, le bateau peut bouger, mais au jour d'aujourd'hui, il y a des stabilisateurs. En fait, il bouge. Normalement, et des fois, j'ai des gens qui ont été me dire, oh, le Cap Horn, mais ça n'a même pas bougé. T'as eu de la chance. Mais normalement, il faut compter sur entre 3h et 6h du matin, ça peut bouger. Moi, je dors, mais beaucoup de gens se réveillent. Le Cap Horn et toute cette région, en fait, tout ce qui était à l'époque des grands navigateurs, tout ce qui était au sud du détroit de Magellan, s'appelait la Terra Australis ou la Terra Incognita. C'est de là que vient notre nom, Cruceros Australis, les croisières Australis. En fait, c'était les terres australes, et vous voyez que dans le plan, toute l'Australie n'avait pas été encore découverte, donc c'était un petit peu leur plan du monde avec la Terra Australis au sud. C'est un endroit qui est légendaire, qui est mythique. Ah, ça y est, il est venu. Et le Cap Horn, en fait, à l'époque des caporniers, des grands navigateurs, le passer à la voile, c'était toute une expédition, une vraie. C'est-à-dire qu'à la voile, le problème, c'est que les vents sont très forts, les courants se rencontrent, donc il vaut mieux le passer près le Cap Horn que loin. Là, sur l'image, c'est réel, c'est le voilier qui a, en fait, en 1900, je me souviens plus combien, 5, il a mis 95 jours à pouvoir passer le Cap Horn parce qu'il était à la voile, il n'y avait pas de moteur et il ne trouvait pas les vents. Dès le moment où on part un peu à l'intérieur, il vous pousse vers l'Antarctique, il faut revenir, et il a mis son temps à traverser le Cap Horn dans un sens ou dans l'autre. Là, ce sont des vues du Cap Horn un jour de grand vent. Nos bateaux arrivent toujours jusqu'au Cap Horn. Ils arrivent toujours à cet endroit-là, qui est l'île Horn, avec la Caleta León, et on débarque 80% des fois sur le Cap Horn. Tout le reste des excursions sont toujours à 100% de débarquement, mais le Cap Horn, si jamais le vent est trop fort ou les conditions de mer sont trop houleuses, le capitaine peut prendre la décision de ne pas débarquer. Ça nous arrive 1 fois sur 5. Lorsque nous pouvons débarquer, depuis le bateau, on va descendre sur les Zodiacs et on va débarquer en Zodiac, j'allais dire sur la plage, mais c'est pas
c'est pas les plages de sable, hein, c'est en fait la berge du Cap Horn, et on va monter vraiment jusqu'en haut de l'île de Horn. On va pouvoir voir la falaise d'un côté. On va aller visiter le monument en l'honneur des Caporniers. On va sentir vraiment qu'on est arrivé au bout du monde, parce que de l'île de Horn, plus au sud, il y a la mer de Drake et après l'Antarctique. Donc on est vraiment au fin fond du continent américain. Ça, c'est ma dernière photo sur le Cap Horn, un temps magnifique. Il faisait très beau au début. Après, il a commencé à y avoir une tempête. Donc l'avantage, c'est que de nos bateaux, on peut embarquer, rembarquer en 15 minutes maximum. Ce sont des bateaux sur lesquels on a, en général, lorsqu'on est plein, 150 clients à bord maximum. Et donc, on a 6 Zodiac et une capacité vraiment très rapide de débarquer, de rembarquer. C'est important pour nous, surtout sur des endroits comme le Cap Horn. Le Cap Horn, bien sûr, c'est la confrérie des capitaines du Cap Horn, ceux qui arrivaient à traverser à l'époque de la voile le Cap Horn dans un sens comme de l'autre. Après, les pirates, beaucoup avaient des privilèges qui se donnaient entre eux, c'est-à-dire de porter une boucle d'oreille en or sur l'oreille gauche, de faire pipi contre le vent, les autres n'avaient pas le droit. Toute une série de privilèges, parce que c'était vraiment un périple. Sur le Cap Horn, on va aussi voir un phare. À l'intérieur du phare, il y a toujours une famille qui vit sur place. Ils sont là de novembre à novembre. C'est l'heure. Et en fait, ils sont contents de nous voir parce qu'ils sont sur place avec leurs enfants. Ils restent durant 1 an. Ils ont une connexion Internet. Eux, ils ont une parabole pour que les enfants puissent suivre des cours sur Internet. Et en fait, on va rentrer dans le phare. On va faire tamponner les passeports avec le timbre du Cap Horn. Et on va pouvoir aussi échanger un petit peu avec les seuls humains qu'on va rencontrer sur place. Le matin, on débarque sur le Cap Horn, on retourne à bord, un déjeuner à bord, et l'après-midi, la baie Oulaya. Et on passe un petit peu d'un extrême à l'autre. La baie Oulaya, c'était l'endroit où les indigènes, les natifs Yamana, s'abritaient durant l'hiver. C'est-à-dire que sur Oulaya, on aura une température toujours entre 15 jusqu'à 20 degrés maximum. Les Yamana vivaient à cet endroit l'hiver, et c'est un endroit que Darwin aussi lors de son voyage avec Fitzroy, avait ramené 4 natifs des Yamana sur Londres pour les présenter à l'exposition universelle de Paris, comme en disant mais ils sont fous, regardez, c'est des sauvages, ils vivent nus. Mais en fait, avec l'histoire, on se rend compte que c'était une grande incompréhension en fait de Darwin et du monde développé, on va dire, envers eux. C'était les tribus de natifs sur place avaient par exemple 40 mots pour décrire la neige, si la neige était poudreuse, glacée, etc. Ils avaient aussi une grande science. Pourquoi ils vivaient nus dans un endroit où il fait aussi froid? C'est parce que simplement les habits prennent l'humidité, tandis qu'eux, ils s'enduisaient de graisse de phoque, et ça leur permettait de passer l'hiver. Au jour d'aujourd'hui, on va visiter la baie Oulaya avec les yeux de Darwin, sans les natifs. On va rentrer dans la forêt. C'est une forêt qui est vraiment exceptionnelle. Et là, on pourra choisir plusieurs types d'excursions. Une excursion qui est vraiment très tranquille, sur laquelle on va aller voir les stèles en l'honneur de Darwin et la partie archéologique de la plage. Une excursion intermédiaire et une excursion plus poussée, sur laquelle c'est en fait comme un trekking de 2h30. On va après retourner à bord, dîner à bord. Il y a toujours des petites activités. Et le lendemain, on va être à l'intérieur des canaux de Patagonie, le canal de Beagle, et on va pouvoir vraiment admirer l'infini des canaux de Patagonie, avec des endroits sur lesquels les glaciers descendent jusqu'à la mer. Et là, on va encore faire des excursions avec le Zodiac. Le Zodiac va nous permettre d'aller voir le glacier Pia, qui est merveilleux à voir. On va vraiment être les seuls à regarder et admirer le glacier. On pourra aussi faire des excursions qui sont un petit peu plus poussées selon les conditions physiques. Et là, on choisit directement à bord.
Et selon les époques, on voit aussi comme les végétations changent. Il y a une partie qui est au début de l'automne, vers le foin du mois de mars, sous lequel les feuillets deviennent totalement rouges. Et franchement, c'est impressionnant, c'est merveilleux. Et on se retrouve tout petit, même avec un bateau qui est d'une bonne taille, en face de monstres de glace. On va faire le débarquement à Pilla, l'après-midi au glacier Porteur. Tous les débarquements sont en sec, c'est-à-dire que depuis le Zodiac, on va descendre sur vous voyez le petit ponton qu'il y a là, on n'a pas besoin de mettre les pieds dans l'eau. Et on va faire des marches et on va se retrouver en face du glacier en disant « Waouh, j'ai vraiment de la chance, je peux profiter de la nature encore vierge, un des rares endroits au monde qui reste totalement vierge et inhabité sur la planète. » On va faire aussi certaines excursions, par exemple celle du glacier Condor, c'est une excursion avec un Zodiac. Et là, on ne va pas débarquer parce que les falaises sont trop abruptes, il y a trop de pentes. Donc, excusez-moi, on va vraiment faire une excursion avec le Zodiac et on va voir le glacier depuis les Zodiacs. Les couleurs, tout ce qui est les levées du soleil ou bien les couchers de soleil en Patagonie et toute cette partie du bout du monde sont impressionnantes. On va retrouver des couleurs qui sont vraiment très, très différentes selon l'heure et le jour. En fait, en Patagonie, il y a un dicton qui dit qu'il y a tous les 4 saisons en une seule journée. C'est-à-dire que le matin, on peut avoir presque de la neige, il peut neiger un petit peu. Après, d'un seul coup, on va avoir du soleil et de la pluie l'après-midi. On ne sait jamais, mais ça change toujours tout le temps. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période pour y aller. On n'aura jamais une semaine de soleil, on n'aura jamais une semaine de pluie. Le fait de ne jamais avoir une semaine de pluie, c'est fabuleux parce qu'à un moment donné, il peut pleuvoir, mais ça va se dégager. Et on finit la croisière avec l'île Magdalena. L'île Magdalena, ce sont des manchots de Magellan. On va débarquer près des manchots de Magellan. Ils sont là entre le mois de septembre et le mois de mars. On va faire une marche vraiment au milieu des manchots. Et c'est très intéressant. Bien sûr, on a beaucoup de protocoles pour ne pas approcher trop les manchots. On ne peut pas descendre et faire la marche avec des bâtons pour selfie, pour faire des selfies parce que les manchots prennent peur. Donc on a toujours des petits briefings pour expliquer exactement comment se comporter. C'est toujours priorité aux manchots et il faut suivre un petit peu un petit chemin qui a été tracé pour ne pas les déranger. Et la Patagonie, on va retrouver aussi beaucoup d'oiseaux, d'éléphants de mer. Si on a de la chance, on verra des baleines. Je ne parle jamais des baleines parce qu'en fait, souvent, quand je suis à bord, tous les voyages, j'en vois, mais beaucoup de gens ne les voient pas. Et il faut toujours regarder dehors et d'un seul coup, baleine à bâbord. Bâbord, c'est à gauche, tribord, de quel côté. Mais on en voit souvent. Beaucoup de dauphins aussi. Beaucoup d'oiseaux, des cormorans, des albatros, des condors. Et toutes ces régions de la Terre de Feu, c'est en fait beaucoup d'écrivains très intéressants en des petits bouquins. J'aime bien recommander des bouquins. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Coloane, c'est un écrivain chilien, avec son bouquin Caporne, je vous le recommande. Ou bien Luis Sepúlveda, Le monde du bout du monde, c'est un petit peu le Jack London chilien, c'est-à-dire c'est des petites histoires sur vraiment la Terre de Feu et la Patagonie qui sont vraiment très très intéressantes à lire. On va aussi retrouver une partie humaine sur le bateau, c'est comme une grande famille. Vous savez, en Patagonie, Terre de Feu, en général, historiquement, tout le monde est éloigné de tout le monde. C'est une région sur laquelle il y a 2 habitants au kilomètre carré, donc on a une extension d'un côté, le voisin il est très loin et quand on a besoin d'aide, on a toujours besoin du voisin et vice-versa. Et sur le bateau, on retrouve un petit peu cette fraternité, de dire nous sommes des gens de la Patagonie, on est très content de vous faire visiter la Patagonie et la Terre de Feu. Tous nos gens sont des latinos, mais vraiment avec un grand cœur. Lui, par exemple,
c'est Canito. Il travaillait comme un marin à l'époque où il chassait du crabe géant. Il a failli mourir plusieurs fois. Et c'est la seule personne que je connais qui peut appeler des dauphins. C'est-à-dire que vous naviguez avec lui sur le Zodiac, et d'un seul coup, il se met à faire des bruits bizarres. Qu'est-ce qu'il a? Et puis, pof, on voit les dauphins qui viennent sur le côté, qui sautent à côté de lui. C'est cette expérience de la mer, de la nature, ce côté un petit peu latino et chaleureux qui nous fait être une compagnie un petit peu spéciale dans le monde du tourisme. Alors, pour ce genre de voyage, que devons-nous emporter? Des bonnes chaussures de marche. Si elles sont Gore-Tex, si elles sont imperméables, c'est encore mieux parce que souvent le matin, on va faire des marches à des endroits où il n'y a pas de route, c'est pas goudronné, donc c'est humide, les chaussures vont prendre l'humidité. L'après-midi, on va débarquer encore, donc il vaut mieux avoir des chaussures Gore-Tex imperméables. Même en plein été, des vêtements chauds, gants, bonnets et lunettes de soleil. L'arrivée se fait à Punta Arenas. Vous voyez, il y a notre bateau au centre de l'image, là, sur le petit port de Punta Arenas. Et on va visiter la ville de Punta Arenas, qui est en fait une ville historique de la Patagonie, 140 000 habitants au jour d'aujourd'hui. Là, ce sont nos bureaux à Punta Arenas. En fait, toute la partie d'en bas, c'est d'une banque espagnole. On aime bien louer les locaux à des banquiers parce que c'est toujours bien qu'une banque vous donne de l'argent au lieu d'en donner à eux. Donc, et on a les bureaux au-dessus. Juste à côté de nos bureaux, il y a un endroit que j'adore citer parce qu'on va faire à Punta Arenas le tour de la place centrale, le tour historique. Et on peut retrouver des endroits totalement typiques comme le kiosco Roca. Ils font une espèce de pain qu'ils font eux-mêmes avec du chorizo. Et chose étonnante, c'est toujours plein. Parce qu'ils accompagnent ça avec du lait qui est mélangé avec de la banane. Et donc, petit déjeuner qui est copieux, qui remet bien d'aplomb quand on va repartir prendre le vent dans les rues de Punta Arenas. De Punta Arenas, le voyage va se faire à l'intérieur de la Patagonie jusqu'à un endroit qui s'appelle Puerto Natales. Puerto Natales, c'est une petite ville de 15 000 habitants. Et là, on va retrouver un paysage de steppe. C'est incroyable, mais sur la photo, on y voit à 30 km. Il y a entre Punta Arenas et Puerto Natales 257 km. Et donc, on va se retrouver avec un paysage de vue à longue distance, qui est toute la partie de la Patagonie sèche et de la steppe aride. Là, on passe sur un autre coin de la Patagonie. J'aime bien parler de l'histoire d'Antoine de Tournins, roi de la Patagonie, un Français à moitié fou qui s'était déclaré roi de la Patagonie parce qu'à l'époque, toutes ces terres n'étaient à personne. Donc, il a dit, ils sont à moi. Il y a des indigènes sur place, mais je serai leur roi. Ça n'a pas fonctionné. Il y a aussi un autre écrivain qui est Bruce Chatwin, un Anglais en Patagonie. Je vous le recommande. C'est un livre vraiment qui est très intéressant sur la Patagonie. Il y a aussi plein d'autres écrivains, un Allemand qui s'appelle Stefan Seid, qui a des bouquins très intéressants. L'idée d'aller à Puerto Natales, c'est d'aller voir le parc national Torres del Paine. Le parc national Torres del Paine sont une grande cordillère montagneuse et aussi il y a une visite au niveau du glacier Grey. Ce sont des grandes montagnes de 3000 mètres de haut, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la mer, plus ou moins. Et tout en haut, c'est à 3000 mètres de haut. Et on voit que les montagnes ont plusieurs couleurs dues au granit, en fait. Et ce sont des paysages qui sont, lorsque les Torres del Paine sont totalement dégagées, sont fabuleuses. Il y a aussi une petite navigation sur le lac Grey pour aller voir le glacier Grey. Et en fait, le parc national Torres del Paine, c'est un endroit sur lequel on va s'arrêter. C'est toujours des excursions en voiture. On s'arrête pour aller, par exemple, voir le Salto Grande et le Salto Chico, qui sont les grandes cascades, pour avoir des vues aussi sur les montagnes elles-mêmes, et aussi une petite balade dans la forêt. Dans les Torres del Paine, on va retrouver du guanaco. Le guanaco, c'est un peu une espèce de lama local. Il y en a plein, il y en a partout dans le parc. Beaucoup de renards. Si vous avez de la chance, des pumas.
Les pumas sont en grande reproduction sur Torres del Paine, mais ils sont plus de l'autre côté des montagnes, là où il y a moins de touristes, mais c'est une grande expérience de voir des pumas en pleine nature. Bien sûr, il ne faut pas être vraiment végétarien parce que le barbecue d'agneau en Patagonie, il est fait de cette manière-là. C'est en général de l'agneau qui va être cuit durant 4, 5, voire 6 heures. C'est un petit peu un art et on n'aura pas faim à la fin. Du parc national Torres del Paine, on prend encore le chemin de la route pour aller jusqu'à El Calafate. El Calafate, il y a là pratiquement 4 heures de route. On va s'arrêter à un moment donné à un endroit sur lequel on peut prendre un café, mais ce sont toujours des endroits qui sont vraiment de la Patagonie authentique. C'est-à-dire qu'on arrive, on voit 4 arbres, un vieil immeuble avec vraiment, on se sent au bout du monde. C'est un voyage qui est vraiment en dehors des sentiers battus. Le glacier Perito Moreno est très connu. Peut-être vous connaissez le glacier Perito Moreno, non? Vous en avez entendu parler, oui. Et en fait, c'est un glacier qui est stable. Selon les Argentins, ils avancent. Les Argentins exagèrent un peu des fois. Et en fait, c'est dû qu'il y a 2 langues de glace qui viennent alimenter le glacier, qui à la fin va casser contre la colline qui est en face. C'est ce qui, à l'époque, est très connu comme le moment où le glacier vient casser la colline. Dernièrement, depuis 6 ans, je crois, il est stable, c'est-à-dire il ne recule pas, mais il n'avance plus. Et donc, il ne vient plus se casser contre la colline. C'est par contre un glacier qui est fabuleux. Il faut penser qu'il fait plus ou moins 7 km de large, entre 6 à 7 km de large, et plus ou moins 70 mètres de haut. C'est difficile je dis plus ou moins parce qu'en fait, le réchauffement climatique sur les glaciers qui sont du côté nord, donc pour nous, pour la Patagonie, ceux qui prennent le plus de soleil, ça se voit beaucoup sur la perte de masse de glace. Pas tant le fait de partir en arrière, c'est plus la perte de masse de glace. Et donc, Perito Moreno, il y a plusieurs manières de le voir. Dans ce voyage-là, la première, c'est avec les passerelles. Vous voyez, il y a des gens sur des passerelles. On peut aller voir le glacier. Les couleurs, bien sûr, sont incroyables quand la journée avance. Et après, l'après-midi, c'est avec un petit catamaran qui va aller faire une excursion en bas. Donc, on peut le voir. Moi, je vous recommande dans tous les cas de le voir depuis le haut, c'est-à-dire depuis les passerelles, et aussi depuis le bas. Donc c'est un voyage qui est vraiment très très complet. On a aussi bien sûr de Calafate à Buenos Aires, il y a un aéroport, il y a un vol qui est prévu jusqu'à Buenos Aires. Buenos Aires, il fallait absolument que je parle du bife de chorizo. C'est une viande spéciale avec une coupe spéciale argentine. Vous voyez, elle est bien large, elle donne presque envie. Et c'est avec ça que se fait le dîner d'adieu, avec un très bon spectacle de tango à Buenos Aires, une bonne viande, une bonne bouteille de vin, un bon spectacle de tango, et le voyage est fini. Donc, plus ou moins en retour Buenos Aires-Paris, avec plein d'images et d'émotions dans la tête.